bienvenue. Merci beaucoup de nous suivre. Donc, je suis Renaud de Tilly, de chez De Tilly Real Estate. On est une agence spécialisée dans les francophones à New York. On a plusieurs bureaux à Brooklyn, à Manhattan, et un bureau qui s'occupe des Hamptons et des Catskills. On a des velléités de s'agrandir et notamment, on est en train de finaliser des ouvertures de bureaux à Paris et à Miami. Juste pour vous dire un petit peu ce qu'on fait, on fait du résidentiel, c'est-à-dire qu'on accueille à la fois tous les expats qui arrivent de partout, du monde entier, mais en particulier de France, dans le cadre de la location. On fait aussi des achats et des ventes. On est très spécialisé aussi sur les acheteurs et sur l'accompagnement des familles qui habitent déjà ici à New York ou qui veulent investir depuis Paris. On fait très souvent avec Marius des conférences à Paris, à Londres et à New York sur le fait d'investir dans l'immobilier à New York et quels sont les avantages. On a une deuxième activité qui est le property management. Donc, on gère aussi les propriétés achetées par nos investisseurs et on leur trouve des locataires, on s'occupe de payer les charges, etc. Et la dernière chose qu'on fait, ça c'est plus pour des family office et des fonds d'investissement, ce sont ce qu'on appelle du développement immobilier, des marchands de biens immobiliers. Donc, on achète des maisons ou des immeubles, on les rénove et on les agrandit à chaque fois que c'est possible, dans le but de faire un flip de gains qui est généralement de plusieurs millions de dollars. Et c'est des projets qui durent environ 2 ans et qui sont un peu à moins de 10 millions de dollars. Voilà nos 3 activités. Donc, 1, expert de l'immobilier, 2, expert de la location et 3, expert de la construction. Donc, voici un peu nos 2 têtes pour que vous compreniez un peu qui est qui, Renaud Tilly et Marius. Voilà nos coordonnées si vous souhaitez nous joindre après cette conférence. Donc, on va faire un petit update sur le marché en 2023 qui a quand même pas mal changé, Marius. Oui, oui, on va faire ça assez rapide pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, surtout en 2022. Avec le Q3 2023, on a les chiffres de Manhattan. 2022, les prix ont augmenté, aussi les ventes ont augmenté très fortement et les taux d'intérêt ont également très fortement augmenté. Betty va en parler tout à l'heure, à partir du mois de mai-juin l'année dernière, donc ce qui a fait chuter les ventes et les achats sur la deuxième partie de l'année. Donc sur Manhattan, on a moins 40% de ventes et si on compare après janvier, on est sur un prix à peu près équivalent, mais on a eu aussi une forte baisse des prix. Donc, c'est ce qu'il faut retenir sur Manhattan, forte chute des prix et également du nombre de ventes, parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Brooklyn, on a eu un peu la même chose qu'à Manhattan, mais la seule différence, c'est que les prix se sont stagnés. Il n'y a pas une chute comme à Manhattan. Le borough de Brooklyn, en général, s'est très bien comporté en termes de prix, même si le volume des ventes a diminué. Ouais, ce qu'il faut noter aussi dans ces graphiques, les 2 choses à retenir, c'est cette petite flèche rouge sur le dernier quarter qui s'effondre. Mais ce qu'il faut aussi regarder, c'est cette grande flèche verte de l'évolution des prix sur une dizaine d'années qui ne cesse d'augmenter. Donc ça, c'est vraiment les 2 informations. S'il y a 2 choses à retenir aujourd'hui, c'est ça. On va le voir d'ailleurs sur les ventes des maisons. Donc là, on parle des maisons. On voit que ça n'arrête pas d'augmenter. Il y a une petite chute du nombre de transactions immobilières, mais on s'aperçoit que finalement, le prix reste quasiment identique. Les maisons à Brooklyn ont été beaucoup moins impactées par des baisses de prix que, par exemple, des appartements condominiums dans Manhattan. Tout simplement aussi parce que l'inventaire des maisons est très faible et la demande est très forte depuis surtout avant Covid, mais même pendant Covid. Ça explique pourquoi les maisons continuent d'être très demandées avec des prix de plus en plus hauts. À propos de maisons, on va parler aussi des maisons dans les Hamptons. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu le lieu de villégiature, là où tous les New-Yorkais vont se réfugier l'été au bord de la plage. Les Hamptons, sur 10 ans, Marius, ça a pris combien à peu près? Ça a doublé en 10 ans, avec un pic en 2021, fin 2021, avec l'effet du Covid. Là, actuellement, on a des
on a deux grosses recherches sur les Hamptons. On est redevenu sur un marché d'acheteurs avec des bonnes négociations. Donc, les Hamptons, toujours autant désirés et désirables, tout simplement parce qu'on va chercher le soleil, la plage et la mer à seulement 2 heures de New York. Et on a deux types de clientèle. Là, on a des gens qui habitent New York et qui veulent en profiter et y habiter. Et on a aussi des investisseurs, purs investisseurs, qui vont aller chercher une rentabilité sur tout ce qui est le Airbnb, le short-term rental, où on atteint du 6, 7, 8, 10% dans le meilleur des cas. Là où le Airbnb est interdit dans la ville de New York City, elle s'est permis dans les Hamptons, donc on va augmenter des fortes rentabilités. Là, on parle plus à des investisseurs qui veulent vraiment acheter quelque chose dans le cadre d'une rentabilité. Mais ce qu'il faut retenir de ces slides-là, c'est qu'en moyenne, et 84,9, mais 87% ou 88% sur le median sell price, ça veut dire que ça a doublé de valeur en à peine 10 ans. Donc, on retrouve à peu près les mêmes chiffres sur Booking. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'était un peu la bonne nouvelle. Voilà, j'ai mis un petit clin d'œil à nos amis parisiens avec le métro Bonne Nouvelle. C'est le moment d'acheter. Vous avez vu en bas à droite, c'est la carte de Manhattan. C'est bien la carte de Manhattan, ce n'est pas la carte de Paris. Et c'est bien le moment d'acheter à New York. Donc, on va vous donner 5 trucs pour bien acheter. En tout cas, 5 questions. On avait fait un webinaire, Romain, tu te souviens, il y a quelques mois, sur quelles étaient les 7 erreurs à éviter quand on veut acheter. Eh bien, là, aujourd'hui, on va vous donner 5 petits trucs, ou en tout cas 5 choses sur lesquelles il faut travailler avant d'acheter. La première d'entre elles, c'est de comprendre le marché, comment fonctionne le marché immobilier. On disait avant, ça ne marche pas du tout pareil qu'à Paris. Ici, tout est centralisé dans un système unique qui s'appelle le MLS, le Multiple Listing System. Ça veut dire qu'une société comme la nôtre, de TI Real Estate, on peut proposer à la vente, ou même à la location, les 15 000 biens à la vente et les 15 000 biens à la location qu'il y a en ce moment de disponibles sur le marché. On peut tout acheter, on peut tout vous faire visiter. Les commissions sont strictement partagées en deux. Donc ça, c'est le côté qui est génial. Quand on fait une recherche avec des clients, eh bien, ce système nous permet d'avoir accès à tous les biens qu'il y a sur le marché actuellement. Pas comme à Paris ou à d'autres endroits où c'est que les petites annonces de l'agence du coin. Là, c'est la grosse agence du coin, ça s'appelle New York City. Donc ça fonctionne comme ça. Et la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux côtés dans l'achat. En tout cas, il y a les agents comme nous qui représentons majoritairement les acheteurs, et il y a les agents qui représentent le propriétaire. Donc, il y a deux camps, et chacun va travailler dans le meilleur intérêt de son camp, et c'est interdit de faire les deux en même temps, parce que le conflit d'intérêt est interdit par la loi ici à New York. Il y a des petits astérisques avec si tout le monde est d'accord et signe un papier devant un avocat, c'est possible, mais ça reste très, très peu de cas dans le nombre de transactions immobilières. Donc, voilà comment le fonctionnement du marché à Manhattan, à New York, à Brooklyn, pareil. Il est comme ça et il faut bien comprendre comment ça marche. Alors, le deuxième, évidemment, avant toute chose, c'est verrouiller son financement. On ne va pas commencer à faire des visites et à vous montrer les 15 000 biens, parce qu'on peut vous montrer les 15 000 biens actuellement à la vente si on n'est pas sûr du financement. Donc, il faut se rapprocher comme des personnes qui travaillent chez HSBC comme Betty Benzakem, qui ont aidé de nombreux clients à financer évidemment leur projet et bien à définir le montant maximum qu'ils peuvent emprunter et à quel taux. Sans ça, on ne peut pas commencer les visites, car quand on doit faire une offre, par exemple, il nous faut une pre-approval letter, ce qui, en fait, le vendeur demande ce papier pour savoir si vous pouvez acheter ou pas l'appartement en question. Et donc, cette étape, c'est l'étape première. Clé, et c'est la première, ouais. C'est la première étape. Il faut savoir. Ça paraît idiot comme question, mais en fait, ça se travaille notamment avec Betty qui est là, qui va pouvoir vous donner le montant maximum d'emprunt. À vous de décider si vous voulez à ce maximum-là ou un petit peu en dessous. Ensuite, comment est-ce qu'on inclut les travaux, s'il y a des travaux à rajouter dans l'achat du bien. Mais
comme on a 15 000 appartements à vous proposer à acheter, ça ne s'arrête jamais. Ça veut dire que si on a un budget de 1,8 million, 1,8 million, ce n'est pas pareil que 2 millions, qui n'est pas pareil que 2,2 millions, qui n'est pas pareil que 2,4 millions. Et à chaque fois, on va retrouver 2500 appartements dans la petite tranche de biens. Donc, ça reste très important d'être super focus sur exactement ce qu'on veut, le montant d'achat maximum avec ou sans travaux. Ah bien, entendu, on va se faire un petit peu de pub, Marcus, c'est quand même bien se faire accompagner par un agent immobilier. Alors, en fait, ça paraît un peu rigolo, mais comme ici, il y a deux camps. Il y a le camp de l'acheteur et le camp du vendeur. Si vous n'êtes pas accompagné par un agent immobilier, sachez d'abord que les frais des agents immobiliers sont payés par le vendeur. Si vous achetez déjà, ça ne vous coûtera rien à vous de vous faire accompagner par un professionnel qui va négocier pour vous. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que celui qui représente le vendeur, il n'aura qu'un seul objectif, c'est de vous vendre son appartement le plus cher possible. Il va vous cacher peut-être des informations, son but du jeu, c'est de travailler pour son client qui est le vendeur. Ce n'est pas de faire en sorte que vous achetiez au meilleur prix. Donc, vous allez mal tomber dans des pièges, des panneaux qui sont très classiques. Et en ayant l'impression de vouloir faire l'économie de quelques pourcents de frais de broker, vous allez en fait très probablement, et on le constate nous quasiment tous les jours, toutes les semaines, ça c'est certain, sur les personnes qui ne veulent pas faire ça, eh bien, ils surpayent complètement leurs biens. Donc, c'est bien plus que le montant qu'ils auraient payé, enfin, que le vendeur aurait payé et que l'économie qu'ils pensaient savoir faire. Alors, la deuxième chose, c'est que comme nous, on est des experts de la négo, bien évidemment, on va travailler et faire en sorte pour que vous achetiez le bien au meilleur prix, voire même dans certains cas que vous l'obteniez. Parce que ce n'est pas si facile que ça. On a vu les chiffres de tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il se passe une chose, c'est qu'on est revenu dans des systèmes parfois de bidding war. Il y a une chose qui est possible ici aux États-Unis, c'est de faire une offre au-dessus du prix. Et après, une fois que les personnes ont plusieurs offres au-dessus du prix, c'est battez-vous entre vous que le meilleur gagne. Et donc, c'est là où nous, eh bien, on peut vous accompagner pour faire cette meilleure offre et en tout cas, l'offre qui va remporter l'appartement de vos rêves. Encore une fois. Oui, tout ça, et parce qu'on a accès, nous, à tous les chiffres de vente de l'immeuble, de la rue, du quartier. Et donc, quand on fait une offre, on sait à combien on l'a fait et on ne va pas partir dans des c'est pas au doigt mouillé. Voilà, c'est ça. Et on ne va pas surtout surpayer un bien parce qu'à un moment donné, nous, que vous achetiez l'appartement qui est sur la 86e ou la 72e, nous n'avons aucune incentive. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, c'est ce que vient de dire Renaud. Nous sommes là pour vous faire acheter le meilleur investissement possible du moment. Le meilleur bien. Du meilleur. Alors ici, il faut choisir un avocat pour faire la transaction immobilière. En France, il y a les notaires. Ici, c'est des avocats spécialistes dans les droits de l'immobilier. Donc, ça, c'est important parce que l'avocat qui parle français ou non, on en connaît beaucoup qui parlent français, d'autres qui ne parlent pas français. La question n'est pas là. La question est que vous allez avoir avec cet avocat un avis sur le bien immobilier que vous allez acheter. Il va faire ce qu'on appelle une due diligence. Il va vérifier les titres de propriété, il va vérifier que tout est bien conforme pour faire une vente et il va vous conseiller, vous, sans avoir l'interaction des agents immobiliers. Donc, vous allez avoir un avis complètement indépendant sur le bien que vous allez acheter. Donc, ça, c'est aussi hyper important. Il faut déjà avoir choisi son avocat avant de faire une offre. C'est ça. Parce que ça marche, on peut dire que ça marche comme en France, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un prix avec le vendeur. Et entre l'acceptation de l'offre et la signature de contrat, tout peut arriver. C'est-à-dire que le vendeur peut changer d'avis, mais l'acheteur aussi. Mais si vous n'avez pas votre attorney qui est prêt, que vous avez choisi en avance, il ne peut pas commencer à travailler sur le contrat. Donc, vous pouvez perdre 1 ou 2 jours. Et ces 1 ou 2 jours vont peut-être laisser au vendeur, parce que du côté vendeur, ils vont continuer à faire des visites, ça va laisser au vendeur la possibilité d'avoir une meilleure offre et d'autres offres. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dès qu'on a une offre acceptée, avoir son attorney qui est prêt à signer le contrat le plus rapidement possible, évidemment en faisant la due diligence dans les règles. Mais ça arrive qu'on ait une offre acceptée, 4-5 jours après,
on a une offre supérieure et le vendeur va passer à l'offre supérieure. Donc ça, on veut éviter à tout prix. Donc l'avocat doit être choisi avant. Et ça veut dire qu'il faut être très, très réactif. Quand on fait une offre ici, le marché new-yorkais, c'est un marché qui va très, très vite. Que ce soit pour la location, pour l'achat ou pour la vente, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'il faut être prêt à tirer, boum. Et une fois qu'on a fait notre meilleure offre, normalement, c'est comme ça que nous, on construit des relations gagnantes et voilà, et qu'on fait gagner nos clients. Donc, on est content de ça. Les cinquièmes types, ça a l'air d'être un peu une apalissade, mais ne pas attendre un meilleur moment pour acheter. Ah, je vais attendre que les taux redescendent, je vais attendre que l'immobilier remonte. On a vu tout à l'heure les Hamptons doubler de prix en 10 ans, Brooklyn doubler de prix en 10 ans sur certains quartiers, voire même peut-être plus. Donc tous ceux qui hésitaient à acheter en 2013, en 2020, en 2022, eh bien, ils se retrouvent aujourd'hui avec des taux qui sont un petit peu différents. Sauf qu'aujourd'hui, on a un truc qui est un petit peu particulier, c'est qu'on est quand même dans une période qui est plutôt, si on doit mettre le baromètre, du côté acheteur. Pourquoi? La première chose, c'est que l'inventaire est en train de remonter. Alors, on a vu qu'il était complètement descendu sur le dernier quarter, mais là, en ce moment, il est en train de remonter. Deuxième chose, c'est qu'on peut mieux négocier les prix encore aujourd'hui. Et même si les taux sont un petit peu supérieurs à ce qu'ils étaient il y a quelques années, ils sont quand même vachement redescendus. Ça, c'est la première chose. Et les taux, ça se refinance. En revanche, pouvoir négocier 200, 300, 400 000 dollars du moment de l'achat sur le bien immobilier que vous allez acheter, c'est aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être trop tard. Et donc, c'est ça qui est aussi un des arguments à vouloir gagner 0,25 de taux d'intérêt ou X taux d'intérêt et reporter en fait son achat à plus tard. Et bien, en fait, c'est un mauvais calcul parce que finalement, les gens qui avaient acheté une maison il y a 8 ans dans un quartier que je prends au hasard, Carroll Gardens ou un de nos gros bureaux, eh bien, il y a 8 ans, la maison qui a été achetée 2 millions de dollars en vaut 4 aujourd'hui. Voilà. Et si on décide de la mettre en vente en ce moment, eh bien, on a 17 offres sur le tapis. Donc, voilà, c'est toujours le meilleur moment. C'est pour ça que j'ai mis cette espèce je suis un fan de Formule 1, de départ de Grand Prix, où c'est maintenant qu'il faut y aller et il faut y aller à fond les ballons. Marius, on peut parler de nos exclusivités parce qu'on a 15 000 appartements à vendre, mais on en a certains qui sont que à nous. Et que à nous, mais qu'on partage aussi à tous les brokers de New York. Là, on a un appartement assez exceptionnel dans le Upper East Side, très proche du lycée français, sur un penthouse qui est donc au dernier étage avec une vue incroyable sur tout Central Park et le sud de Manhattan. 3 chambres, 2600 square feet. Voilà, c'est un appartement New York coup de cœur, placé également une superbe adresse dans le Upper East Side. Et nous, on a énormément de demandes, que ce soit à la demande de location ou d'achat dans ce coin-là. Évidemment, pour le parc, on est vraiment à côté de Central Park, et notamment pour les écoles. Il y a beaucoup d'écoles, dont le lycée français qui a quelques blocs de cet appartement. Oui, le Upper East Side est assez réputé pour ça. Voilà. On a une autre maison à vendre aussi et qui va bientôt être vendue, très probablement, qui est située à Bed-Stuy. C'est le 462 à Quincy, qu'on a eu d'ailleurs en property management, en gestion locative pendant quelques années. Voilà, donc ça c'est encore une maison. Sur ces types de maisons-là, on est sur des maisons qui sont assez larges, qui ont 6 chambres, en tout cas pour celle-ci, un grand jardin. Donc c'est extrêmement demandé. Et on est encore, donc Bed-Stuy, c'est un des quartiers qui est complètement, j'allais dire en devenir, mais en fait il l'est déjà devenu. C'est un quartier qui est cool, c'est Brooklyn, on n'est pas trop loin encore de Manhattan, et on est sur des prix qui sont quand même totalement réduits parce que tu vois, finalement 2,5 millions pour une grande maison comme ça avec un grand jardin, c'est assez exceptionnel. Et entièrement refaite à neuf. Et nos clients nous avaient écouté à l'époque, il y a quelques années, d'acheter dans ce quartier qui a fait que monter ces dernières années. Et ils sont très contents d'avoir justement passé le cap et décidé d'avoir acheté cette maison avec nous il y a quelques temps. Voilà, donc
Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, on pourrait en parler pendant des heures et vous savez qu'on aime bien parler de ça, y compris avec vous. Il y a plusieurs moyens de nous contacter via les réseaux sociaux qui sont là. Surtout, c'est 2tirealestate.com, notre site internet, et évidemment le téléphone, les emails. Si vous n'arrivez pas à retenir notre nom et nos prénoms, team@2tirealestate.com. C'est très facile, un meilleur moyen de nous joindre et on répondra à l'ensemble de toutes vos questions. Alors, je vais arrêter de partager mon écran et normalement, on devrait apparaître en plus grand. Merci beaucoup à vous deux. À vous, Cognac J. On a pas mal de questions qui sont tombées. Peut-être qu'on peut écouter Betty sur les taux, les prêts hypothécaires. Et puis après, on va prendre les questions. Super. Merci Romain, merci Renaud et Marius comme d'habitude. Très bonne présentation, j'en apprends tout le temps. Alors voilà, une fois que vous avez trouvé votre maison de rêve avec Renaud et Marius, vous venez vers moi, ou plutôt vous venez vers moi plus tôt pour qu'on puisse parler un peu du pre-approval dont Marius et Renaud vous ont mentionné. Alors, je vais parler de 3 différents types de catégories de clients. Alors, il y a le client qui est citoyen américain, carte verte, ou qu'ils ont un visa avec lequel ils peuvent être aux États-Unis et qui sont ici, ça fait plus que 2 ans aux États-Unis. Donc, ils ont eu le temps de monter leur credit score, toute l'historique qu'ils ont besoin ici pour d'avoir été ici pour un minimum de 2 ans. Ce genre de clients-là, on peut leur proposer jusqu'à 80% de financement sur leur maison principale, 75% sur une maison secondaire et 70% pour un investissement locatif. Bien sûr, il faut toujours que le client qualifie sur 3 aspects importants, qui est donc sur le revenu brut personnel, sur les sous que vous avez pour amener le 20%, les closing costs et tous ces trucs-là, et avoir un bon credit score. Le mortgage, donc le crédit, doit toujours être au nom personnel de la personne et le type de la propriété peut être au nom personnel ou, si vous désirez, vous pouvez la mettre sur une US LLC ou US Corporation. Maintenant, je couvre aussi private banking, donc je vais juste ajouter un petit truc qui est différent des autres fois, c'est qu'avec private banking, bon, il faut être niveau private banking, mais vous pouvez maintenant aussi mettre le mortgage, donc le crédit, sur une US LLC ou une US Corporation. Donc, c'est cas par cas. Évidemment, on pourra prendre un rendez-vous pour discuter de votre cas personnel. Une chose importante aussi, c'est qu'il faut toujours se rappeler qu'aux États-Unis, pas toutes les banques prêtent dans tous les buildings et que donc, si vous aimez un building, avant de faire une offre, s'il vous plaît, me contacter. Je peux voir si le building est sur notre approved list. En général, la plupart des buildings le sont, mais c'est toujours bien à vérifier. Nous avons tout genre de produits, des produits fixes, des produits variables. Ce qu'il y a de bien ici aux États-Unis, c'est que tous nos produits n'ont pas de prepayment penalty. Ça veut dire que vous pouvez les repayer n'importe quand. Vous prenez un 30 ans fixe, vous voulez le repayer après 6 mois, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pénalité. Ça, c'est pour nos clients américains ou qui sont ici depuis plus de 2 ans. Ensuite, on va parler des clients qui se font transférer aux États-Unis ou vont se faire transférer bientôt aux États-Unis. Bien sûr, il faut qu'ils aient le bon visa pour qu'ils puissent travailler ici. Alors, nous avons un produit pour les clients comme ça qui n'ont pas encore eu le temps de créer leur credit score, qui n'ont pas encore le 2 ans d'historique ici aux États-Unis. Nous, on arrive à vérifier le crédit dans d'autres pays et on peut vous donner jusqu'à 80% pour votre maison principale. Alors, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bien parce que même si vous n'avez pas encore de credit score, on peut quand même vous donner jusqu'à 80%. Évidemment, encore une fois, en autant que vous qualifiez sur les 3 choses qui est le revenu, les assets et le crédit, même si c'est un crédit international.
Et puis, la troisième catégorie, ce sont pour les clients internationaux, c'est-à-dire les clients qui habitent et travaillent à l'extérieur des États-Unis, par exemple en France. Même vous n'avez pas de numéro d'assurance sociale américain, vous ne faites pas vos impôts ici aux États-Unis ni rien, on arrive quand même à vous financer. Donc, pour une maison secondaire, on peut vous donner jusqu'à 70% et pour une location d'investissement, on peut vous donner jusqu'à 60%. Pour les clients qui ont acheté cash ou qui veulent acheter cash, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours acheter cash et me revenir tout de suite dès que vous avez closé et on peut vous redonner le même pourcentage que vous aurez pu avoir en mortgage si vous l'avez acheté avec un crédit. Et comme ça, vous pouvez prendre ces sous et réinvestir et acheter, faire ce que vous voulez avec en fait. Voilà, moi c'est plus du spécifique, ça veut dire cas par cas. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup, parce que chacun est différent, chaque situation est différente. Mais au moins, je vous expliquais un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Et ça me ferait super plaisir si vous voulez me contacter séparément et on peut discuter. Parfait. Merci beaucoup, Betty. C'est très clair. La dernière option dont tu parlais, c'est une option qui est assez peu connue, je crois, en France. C'est qu'en fait, aux États-Unis, on peut acheter sa maison et puis après aller voir une banque et dire financez-moi ce que j'ai payé cash. C'est ça, en fait. Exactement. Parfait. On va tout de suite aller dans les questions. On a Barthélémy qui a une première question pour nous, qui est « Quid du marché dans d'autres quartiers comme Harlem ?» Sûrement pour Renaud et Marius. Marius, Vas-y. j'y vais. Harlem, c'est un des quartiers qui a énormément augmenté, qui a beaucoup gagné en qualité de vie. On a fait un article très récemment dans notre dernière newsletter sur Harlem où on expliquait que ce quartier s'était vraiment transformé. Donc, les prix sont devenus un tout petit peu plus élevés que ce qu'ils étaient par le passé. Il y a deux choses qu'il faut regarder à Harlem, et je termine juste là-dessus, c'est les condos. J'ai vu que Barthélémy posait aussi des questions sur c'est quoi la différence entre un condo, un coop, un condob. J'ai entendu plein de trucs comme ça. C'est très simple. Condo, c'est la propriété telle qu'on la connaît en France. Vous avez un titre de propriété, vous avez l'appartement, vous faites ce que vous voulez, sauf s'il faut casser un mur porteur, évidemment, il faut avoir l'accord de l'Assemblée des copropriétaires, et que ce soit possible. Mais sinon, vous pouvez l'habiter, c'est un pied-à-terre, vous pouvez changer la peinture, vous pouvez reconfigurer, faire des travaux, comme bon vous semble. Ça, c'est condo. Donc nous, ce qu'on conseille d'acheter pour les étrangers, en tout cas, c'est plutôt ça. C'est même quasiment 100% ça. On a une très très grosse partie de nos clients qui achètent des condominiums parce que c'est très simple à comprendre, on en fait ce qu'on veut. Si on repart dans un autre pays, on peut garder ça et on peut le louer. C'est un bon avantage. Deuxième chose, les coops. Coopérative, c'est une société immobilière qui détient l'immeuble. Il y a des avantages, c'est que c'est un tout petit peu moins cher, environ 10%. Il y a des inconvénients, c'est que les charges sont un tout petit peu plus chères, parce que l'idée, c'est on habite tous dans l'immeuble, il n'y a pas de personnes qui sont en pied-à-terre, et surtout, on n'a pas le droit de le louer dans 80% des cas, quasiment 90% des cas des immeubles. Enfin, dans beaucoup de cas, on ne peut pas louer l'appartement. Donc, ça veut dire que si on achète pour y habiter, c'est très bien. Il faut que ce soit, dans la majorité des cas, une résidence principale. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas acheter de coop. Et après, je passe tous les détails, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plein de papiers à fournir. Il y a un condo board à passer, etc. Et les condos, c'est un truc qui est un peu entre les deux, où il y a généralement une partie hôtel ou magasin en bas, commercial, et une partie résidentielle sur la partie. Mais ça reste un coop. Mais ça reste sur les règles d'un coop, donc c'est compliqué. Ça reste un coop, mais souvent avec des règles beaucoup plus flexibles que le coop. Parfois, il n'y a pas besoin de faire une interview. On peut louer. On a l'exemple de clients qui ont acheté au 20 East 68, pour ceux qui voient un peu où est New York, dans Upper East Side, où là, ça ne fonctionnait comme un condo. La grosse différence, Betty, elle pourra le dire aussi, c'est que le financement d'un condo et d'un coop ou condop n'est pas la même chose. Betty, peut-être tu peux réagir sur ça. Oui, en fait,
pour nous, en autant que le building est approuvé, que ce soit condo ou co-op, ça va. Ça veut dire le processus est à peu près le même jusqu'à que ça arrive à l'entrevue. Alors, par exemple, moi, j'ai eu des clients qui ont été approuvés complètement jusqu'à la fin, mais quand le client a été pour l'entrevue du coop, le coop les a simplement refusés. Ils n'ont pas besoin de donner une raison. Donc, c'est tombé à l'eau, quoi. Oui. Pardon. Ouais, non, je parlais également des closing costs. La différence. Ah oui, les closing costs. Ah oui, les closing costs, effectivement, dans un coop, ils sont beaucoup moins élevés que dans un condo parce qu'il n'y a pas de mortgage tax. Donc, c'est beaucoup moins. C'est environ 2% Un d'économiser. petit peu moins de 2% d'économiser. Exact. Voilà. Donc, pour revenir à la question de Barthélémy de tout à l'heure et faire une super synthèse, Harlem, les condos, ça a un petit peu augmenté, mais pas trop. Le quartier est devenu beaucoup plus sympa. En revanche, les maisons, elles ont quasiment doublé de valeur. Ouais. Et Harlem est très grand aussi, donc il y a certains quartiers qui sont… C'est au cas par cas, hein, vraiment. Mais bon, oui. la question de Harlem, c'est aussi derrière la question, c'est quoi le nouveau quartier en devenir à New York? Où est-ce qu'il faut acheter à New York? Ben, la réponse, elle n'est pas si simple que ça parce qu'en fait, elle est beaucoup en fonction de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un appartement pour y habiter? Est-ce que vous voulez un appartement pour le louer? Est-ce que vous voulez un appartement comme pied-à-terre? Est-ce que vous voulez une rentabilité? Est-ce que vous voulez gagner un maximum sur 5 ans? Et là, on a une réponse à chaque fois. Mais il y a plein de quartiers qui émergent. Donc, là où on va gagner un petit peu plus qu'il y a d'autres, et puis il y a des quartiers qui sont plus sympas à habiter que d'autres si on y habite toute l'année. Voilà. Et après, ça dépend si on est célibataire, si on a des enfants, les écoles, etc. Donc, il n'y a pas qu'une réponse, mais la bonne nouvelle, c'est que New York, on en parlait, tu te souviens, Romain, lors de notre dernière et avant-dernière présentation, c'est une ville qui n'arrête pas de s'étendre. On est à 8,8 millions d'habitants aujourd'hui. C'est une ville qui n'arrête pas de grandir, donc les opportunités n'arrêtent pas de se créer. Très bien. Donc, tu as aussi du coup répondu à la question de Maude. Si jamais vous avez d'autres questions, Maude, n'hésitez pas à préciser. Alors, je vais en profiter parce qu'on a Joachim qui a levé la main et donc je vais lui donner la parole. Joachim, on va t'écouter. Si tu peux juste poser une question ou deux questions, et puis après, je continuerai avec les questions écrites. Merci à tous les trois. Ma question s'adresse plus à Betty, c'est de l'ordre de la précision. Les taux que vous utilisez sur les prêts pour les financements à l'étranger sont, j'imagine, les taux américains. Alors, nous, on finance qu'aux États-Unis. Oui, donc c'est les taux américains. Est-ce que vous avez des solutions? J'ai vu que ça existait avec des sociétés financières, donc c'est le sens de ma question. Est-ce que vous avez des solutions de type on récupère par exemple en cash, si on n'a pas tout le cash pour financer une acquisition, mettons je dis 1 million, mais qu'on a 500 000. Est-ce que vous avez des programmes de type on va vous prendre les 500 000 en gestion de compte titre par exemple, et on va vous fournir une ligne de crédit d'1 million, ce qui permet d'acquérir aux États-Unis tout en diversifiant le portfolio, ou est-ce que c'est des choses que vous ne faites pas trop chez HSBC? J'en avais entendu parler, je n'ai jamais vu mettre en place en fait. C'est pour ça. Oui, alors moi, je ne fais pas ça. Ça veut dire, moi, je ne travaille pas du tout sur les actifs. Peut-être si vous avez des questions comme ça, je peux vous présenter au financial advisor. Mais moi, ce que je fais, c'est seulement des mortgages. Ça veut dire, même si vous achetez 1 million et que vous avez 500 000, on peut vous offrir la différence du 400, la différence du 500 000 ou 600 000, mais que je vous prête sur votre investissement, ça, ce n'est pas moi qui fais ça. Mais je peux vous présenter à quelqu'un et voir la solution. Moi, je me permets de rajouter quelque chose du coup qui est en dehors du cadre de HSBC, et c'est ce qu'on constate nous avec Marius beaucoup. Et Joachim, on va répondre peut-être un petit peu à ta question, c'est que la différence des taux d'intérêt entre les États-Unis et la France, elle est quasiment d'un ratio de 1 à 2. 2 fois plus élevé les taux d'intérêt aux États-Unis, on est quasiment entre 5 et 6% aujourd'hui. Et c'est à peu près 2 fois moins, ou un petit peu plus que 2 fois moins même en France. On a certains de nos clients qui, eux, font partie de programmes de private banking, de private clients, et qui donc arrivent à obtenir des lignes de crédit en France à ces taux-là, voire même à des taux même un tout petit peu plus inférieurs. Alors, la banque ensuite s'arrange avec lui pour savoir s'ils hypothèquent ou pas des biens ou comment ils s'arrangent. Mais résultat, ici, ils arrivent et ils font l'acquisition de biens immobiliers en étant cash.
alors qu'en fait, ils financent leurs biens en France avec des taux qui sont quand même un petit peu plus intéressants. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on peut refinancer les taux ici. Donc, bon, là, ça a augmenté, donc on ne va pas les refinancer. Mais dès que ça va baisser, tout ce qui s'est passé d'ailleurs sur ces 10 dernières années, c'est que tous les gens qui avaient des taux qui étaient même supérieurs à 6, ils ont tous refinancé à 2, 2,5. Et aujourd'hui, ils sont restés à ce 2,5 pour terminer de financer leur mortgage. Très bien. N'hésitez pas à lever la main. Merci pour cette question en audio. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être au bureau et qui du coup ne peuvent pas parler. N'hésitez pas à écrire vos questions et je vais les lire. On a Barthélémy qui avait demandé quels sont les coûts de transaction agents et avocats. Est-ce qu'on peut refaire un topo là-dessus? Oui, vas-y. Ouais. En gros, si vous achetez cash, ça va vous coûter entre 1 et 2% du montant de l'appartement ou de la maison. Et quand vous faites un mortgage, si c'est un condo, ça va être autour de 4%. On va dire autour de 4%. Donc, vous êtes cash, c'est 2, vous financez, c'est 4%. Dans ces 2 et 4%… Donc, on est moins que les 7% français. On est beaucoup moins que les 7%, 8% français. Dans ces 2 ou 4%, l'attorney est compris. Un attorney, ça coûte entre 3 000 et 5 ou 10 000, ça dépend de la complexité de l'achat, mais on trouve une moyenne à 4 000, 4 500. Oui, peut-être un petit peu plus, ça dépend de la taille, de la complexité de l'achat. Mais… Voilà. Et derrière, donc les frais d'honoraires, les frais d'agence sont payés par le vendeur et sont divisés entre ce que Renaud a dit tout à l'heure, entre la partie l'agent du vendeur et l'agent de l'acheteur. Donc pour l'acquéreur, ça ne lui coûte rien du tout d'avoir d'acheter un bien immobilier. Les frais d'agence sont payés par le vendeur. Et surtout divisés. Il n'y a pas en plus à payer à son agent. Ce n'est pas un chasseur d'appartement en France où vous allez peut-être devoir payer en plus. Là, les commissions sont entre 5 et 6% au global, divisé en deux, partie acheteur, partie… et déjà écrit dans les contrats, donc non négociable. Je le précise aussi parce que on a parfois des… Non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Donc, on en déduit que ça ne coûte pas trop cher d'acheter. C'est surtout le vendeur, en fait, qui paye. Le vendeur va payer les frais. Évidemment, c'est compris dans le prix de vente. Donc, mais au final, quand vous achetez un bien à New York, vous allez payer 2 à 3 fois moins de closing cost qu'en France, à l'achat. Barthélémy avait une autre question. Donc, il nous dit qu'il vient d'arriver à New York et il nous demande combien de temps faut-il pour avoir un credit score accepté par les banques. Alors, avec nous, si vous venez d'arriver, c'est OK que vous n'avez pas de credit score parce qu'on comprend que vous n'avez pas eu encore le temps de le construire. Mais quand même, on vous conseille de vous y mettre tout de suite parce que, bon, avec HSBC, nous, on comprend, mais après, si vous voulez aller vous louer prendre une voiture en lease ou des trucs comme ça, eux, ils n'accepteront pas ça. Mais avec nous, les 2 premières années, on comprend si vous n'avez pas eu encore de credit score. Parfait. Alors ça, c'est un système qui est très américain, hein, le système du credit score qui nous fait un peu sourire, nous, venant d'Europe, parce qu'on n'était pas du tout habitués à ça, même ne serait-ce qu'avoir une carte de crédit, une carte de débit, alors que nous, en France, c'est la même. En revanche, c'est super important d'ouvrir un certain nombre de cartes de crédit, d'utiliser ces crédits à hauteur de 30% maximum du plafond autorisé et d'en avoir une multitude qu'on rembourse de manière très régulière. Voilà, en gros, Romain, je sais que tu es un expert de ça et on a certains de nos clients, de nos amis qui ont parfois plus d'une quinzaine de cartes de crédit pour justement construire ce credit score. Et plus ce score est élevé, Betty, arrête-moi si je dis une bêtise, mais plus le taux d'intérêt sera favorable au bout de 1, 2 ou 3 ans. Oui, vous n'avez pas besoin de 15 cartes de crédit pour acheter, rassurez-vous. Mais Betty, il faut au moins 3 ou 4 lignes de crédit ouvertes. Ouais. Voilà. C'est ça, il faut 4 lignes, donc 4 trade lines. Comme il a dit Renaud, effectivement, ça veut dire qu'il faudrait que vous appliquiez
à des cartes de crédit, même Target, même n'importe quoi, même des petits, même si au début, ils vous donnent que 300-400 $ de ligne de crédit, prenez-les, utilisez-les, parce que c'est ça toute l'histoire, c'est que les banques veulent voir que vous êtes capable de repayer à temps. Donc, c'est tout à fait l'inverse, la mentalité inverse européenne. Ça veut dire ici, plus vous avez de cartes, plus vous construisez votre credit score, et votre credit score est super important. Donc, vous les utilisez tous les mois, même si vous mettez 10 $, 15 $, est super important de payer à temps parce que chaque retard, vous perdez énormément de points. On pourrait faire un webinaire rien que sur ça. Ouais, je pense. Ouais, exact. On a tous les ans au mois de septembre. En tant qu'utilisateur, consommateur. Ouais. On a un webinaire sur le credit score et les cartes de crédit tous les ans au mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à venir. Moi, juste mon expérience personnelle là-dessus, c'est que je suis arrivé étudiant il y a plus de 10 ans. Et du coup, quand on arrive au début, on se dit, on ne sait pas combien de temps on va rester. Et donc, les 2 premières années, je n'ai pas eu de carte de crédit. Et je connais des Français qui sont là depuis très longtemps et qui n'en ont toujours pas. Et le jour où vous voulez faire un prêt, vous voulez aller acheter une voiture, tout ça, vous êtes complètement handicapé. Même louer une voiture ici, ils n'acceptent pas les cartes de débit quand vous louez une voiture en général. Donc, mon seul conseil que je donnerais, c'est ouvrir une carte de crédit le plus tôt possible. Et en général, les cartes de crédit qu'il faut prendre, c'est les Secured Credit Cards. Et je pense que HSBC en fait d'ailleurs. Pour nos clients seulement. Oui, il faut être client HSBC, ouais. Voilà. Et sinon, vous avez d'autres partenaires que vous pouvez aller voir. Ouais, même juste des magasins, je ne sais pas, Ouais. Amazon, Bloomingdale's, là où vous aimez shopping, quoi. Ouais, si vous refusez pas, ouais. Et surtout, ne pas être offusqué si jamais vous êtes refusé une carte de crédit, n'êtes pas offusqué par un refus. Il suffit de refaire une demande avec le bon partenaire. Alors moi, je me permets je lis une question à laquelle j'aimerais répondre, Romain. C'est Eric qui nous pose la question, est-ce que payer cash, ça fait en général baisser le prix d'achat et de combien? Alors, la question, elle est très bonne. La réponse, elle est très simple. Il y a peu de temps, quand on payait cash, notamment quand les taux étaient assez élevés, on avait entre -4 et -6% en moyenne de remise sur le prix de vente de l'appartement parce que c'était un financement cash. Aujourd'hui, accrochez-vous sur vos sièges, là, ça s'est complètement réduit et on ne paye en moyenne que 1,6% de moins quand on paye un appartement cash. 2 millions en cash nous vous fait payer l'appartement que 1,6% moins cher. Donc, l'écart s'est énormément réduit. Voilà, aujourd'hui en tout cas. J'espère avoir répondu, ouais. Mais acheter cash pour un vendeur reste le top, car une fois qu'il a signé le contrat, donc la promesse de vente, il est sûr de faire la vente ou récupérer les 10% de dépôt s'il n'y a pas d'autres clauses, évidemment. Mais entre deux offres égales, le vendeur va aller vers l'offre cash dans 99% des cas. Et Eric, il y a une dernière chose qu'on peut dire, c'est que quasiment une application sur deux, un appartement sur deux qui se vend à New York se vend cash. Donc, il faut comprendre que la moitié des gens qui achètent des appartements à New York font ce qu'on appelle des cash offers. Donc, ça peut être cash, ça veut dire deux choses. Ça peut vouloir dire j'ai la somme d'argent sur mon compte en banque et je vais faire un virement à l'avocat. Ou alors, ça veut dire je ne mets pas de mortgage contingency, de financing contingency. Je vais faire sauter la clause de financement. Donc, voilà, il y a cash et cash, mais en tout cas, ça correspond à peu près à 50%. On négocie quand même mieux. Et on négocie quand même mieux, et c'est beaucoup plus intéressant pour un vendeur de vendre ça à quelqu'un qui est cash, même si c'est un petit peu moins cher. Alors forcément, comme l'autre il est dans l'autre camp, il va essayer de faire monter au maximum le prix, mais en moyenne, on est 1,6% moins cher pour répondre à ta question, Eric.
Ouais, et il a une deuxième question. La Ouais, timeline exactement. entre une offre, la première offre et le closing. Donc, vous faites l'offre, offre acceptée. En 1 semaine, 10 jours, vous signez votre contrat. Et ensuite, ça peut aller très rapide. Ça peut être très rapide si vous êtes cash, parce qu'évidemment, il n'y a pas le process de la banque. Mais si Betty est très, très, très rapide, cash, ça sera toujours beaucoup plus rapide et vous pouvez closer en 30 à 45 jours. Parfait. Voilà, sinon, c'est 2 mois et demi avec un financement. Ouais, sinon, Non, c'est 2 mois plus et demi. Maintenant, on arrive à faire, si le client veut Voilà. closer à 30 jours, on peut aussi. Bonne nouvelle. Et il y a 2 choses aussi quand vous achetez un appartement ou un condo, enfin dans un immeuble en tout cas, il y a une application à faire quand même et il y a un condo application à faire. Donc ça peut prendre aussi un peu de temps et parfois le financement est prêt ou le cash est prêt, mais il faut que le building vous accepte. Il est obligé de vous accepter quelque part pour les condos, mais ça peut retarder un petit peu le closing également. Parfait. Juste je vais reprendre un petit peu les questions dans l'ordre d'arrivée. Ah oui. Ça ne vous Oui, dérange parce pas. J'aimerais savoir quel est le taux d'intérêt hypothécaire actuel. C'est une question de Souel. Et quelles sont les charges de copropriété pour un bien à Manhattan ou à Brooklyn? Alors, Donc, pour il y a les une taux, question Les taux, on pour vient d'y Betty, une répondre. question pour vous. Ouais. Pour les taux, ça varie entre 5,5 et 6%, dépendamment de beaucoup de choses. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? Sur les charges de copropriété, Manhattan, Brooklyn. I guess les HOA, c'est pour vous. Oui, ben, celle-là, ça va dépendre du type d'immeuble. On constate quand même que le Brooklyn est quand même moins cher, même sur les immeubles. Et il y a 2 choses. À New York, il y a le real estate tax et vos charges d'immeuble. Real estate tax, il n'y a pas photo. Manhattan est pas 2 fois plus cher, mais 30 à 40% plus cher en real estate tax qu'un appartement à Brooklyn. Et ensuite, les HOA, donc les charges de l'immeuble, ça va dépendre du type d'immeuble. Si c'est un petit immeuble sans doorman, sans gym, évidemment, ça va être beaucoup moins cher. Et ça aussi, c'est le conseil qu'on fait lorsqu'on achète des appartements. Et il peut y avoir des prix hyper intéressants sur des biens, avec un prix au mètre carré très bas, mais avec des charges énormes. Et ça, c'est un vrai frein pour la revente et pour la rentabilité surtout derrière. Donc, c'est aussi notre conseil de dire attention, ces immeubles-là, on les connaît. Peut-être aussi, dans 5 à 10 ans, il va falloir refaire, je sais pas, toiture, façade, ce genre de choses. Donc, ces données-là, on les a et on conseille nos clients sur ça également. Et une petite précision aussi, Marie, c'est que notamment sur les maisons de Brooklyn, on est sur des taxes qui sont 10 fois moins chères. Oui. Donc, acheter une maison à Brooklyn, c'est quand même très, très intéressant aussi d'un point de vue des taxes. Oui, pour la taille, on va être, je ne sais pas, un exemple, 500 par mois pour une maison d'environ 250-300 mètres carrés, on va dire. 500 $ par an. 500 $, c'est ce que vous allez payer à un studio ou un one bedroom dans un condo. Parfait. C'est encore du cas par cas, c'est pour ça que c'est difficile de répondre. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Il nous reste encore 9 minutes ensemble. On a un auditeur anonyme qui nous demande: proposez-vous vos services uniquement à partir d'un certain prix d'achat ou de vente? Oui, non. On achète des studios à 550 000 $, qui est à peu près le prix du studio le moins cher qu'on ait pu trouver à Manhattan. Et on fait des ventes à plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, on est entre les deux. On fait tout. On fait du studio à la grande maison. On fait de l'appartement à Manhattan à la maison dans les Hamptons ou maison secondaire dans les Catskills. Donc, on accompagne nos clients un peu partout. Et une des grandes nouveautés aussi, c'est qu'on accompagne maintenant nos clients à Paris. Parce que pas mal de nos clients qui viennent de Paris désirent vendre leur appartement. Et maintenant, il y aura ou acheter un appartement à Paris et on peut s'occuper d'eux aussi à Paris, sachant que Marius et moi, on vient du monde immobilier parisien qu'on connaît donc très bien. On a Alain qui nous dit: bonjour, quel est le niveau de précision pris sur la plateforme StreetEasy? Comment évaluer le prix du mètre carré par quartier? Très simple. Alors, StreetEasy, Zillow, c'est des sites qui sont un peu fun, mais qui ont une sorte de calculateur
Le calculateur automatique, Zillow est pas très bon, mais StreetEasy est un peu meilleur. c'est un peu meilleur, mais c'est pas non plus exceptionnel. Le meilleur moyen, ce que disait Marius tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a accès à toutes les données grâce à ce MLS. Donc, on sait chaque appartement, combien il était mis en vente, combien il a été acheté, qui l'a acheté, combien ils ont emprunté et même auprès de quelle banque. Donc, on a accès strictement à toutes les données. Donc, pour trouver le prix exact du mètre carré ou du square feet à Manhattan, à Brooklyn ou n'importe où, c'est hyper simple et c'est hyper précis. Donc, ça, pour le coup, en fonction de ta question et de l'endroit qui t'intéresse, on peut te le dire de manière très précise. StreetEasy donne une idée globale, mais il suffit qu'il y ait une vente un jour à 50 millions dans un quartier et la moyenne explose. Donc, il faut regarder en détail, mais ça donne une bonne une vision globale du marché à Manhattan, Brooklyn. Ouais, StreetEasy ne fait pas aussi une chose que nous, on fait chez nous, c'est qu'on classifie les appartements ou les maisons en fonction de leur état. StreetEasy, il va te dire que cette maison s'est vendue 1,2 million, mais elle est complètement pourrie. Donc, il faut rajouter 1,2 million de travaux. Ça, ce n'est pas marqué dans le prix. Donc, tu vas te dire, génial, en fait, ce quartier-là, il vaut $600 le square feet. Pas du tout. En fait, il vaut bien $1,200 le square feet parce qu'une maison rénovée, parce que ce qui nous intéresse, c'est une maison dans laquelle on peut habiter, eh bien, ça vaut plutôt $1,200. Donc, c'est pareil. Tout ça, il faut moduler un petit peu derrière ces espèces de moyennes qui sont généralement pas terribles, mais qui donnent quand même une tendance globale intéressante. Parfait. On a Emma qui avait une question. Alors, la deuxième partie de la question, je ne vais pas la poser parce qu'on y a répondu sur Condo Coop. Question sur le Queens Long Island City. À quoi ressemble le marché aujourd'hui? Long Island City, on parlait des quartiers en devenir tout à l'heure. Long Island City, c'est un des quartiers qui a beaucoup d'attractivité pour les gens. Donc, c'est un quartier qui a beaucoup augmenté. Le Queens, c'est plus un quartier de gens qui y habitent. On a moins une population d'expats, entre guillemets, dans le Queens. Même si moi, j'aime beaucoup y aller, et notamment pour jouer au tennis à l'US Open. Mais voilà, le Queens, c'est un quartier qui est très sympa, mais qui est très différent. Encore, c'est immense. Le Queens, c'est 2,2 millions d'habitants à peu près. En comparaison, Brooklyn, 2,8, Manhattan, 1,6, le Bronx, 1,8 et Staten Island, à peu près 500 000. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très étendu aussi, le Queens. Donc, quand on va, il peut y avoir quasiment 1 heure de voiture entre le début et la fin du Queens. Donc, il faut que ce soit des bouchons, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est très loin. Donc, très, très loin à droite, ça va être beaucoup moins cher que, évidemment, le Long Island City, qui est juste à côté. Long Island City, c'est très petit, en fait. C'est juste au-dessus de Greenpoint, donc de Brooklyn, c'est à la frontière. C'est bien desservi. Si vous voulez aller à Manhattan, vous pouvez aller à Manhattan direct ou à Brooklyn. Il y a très peu d'offres, un inventaire assez bas et un quartier qui a vraiment évolué en 5 ans. Dans le bon sens, en fait, qui a suivi, si vous connaissez un petit peu le Williamsburg, le Greenpoint et Long Island City qui ont suivi cette dynamique. Parfait, merci. On a un auditeur anonyme qui nous demande quel est en général l'apport demandé pour pouvoir acheter un bien immobilier, 10, 20%. Qu'en est-il quand il s'agit de l'achat de son premier bien immobilier? Alors, si vous habitez ici, vous habitez ici, le minimum que vous pouvez mettre, c'est 20% down, bien sûr dans nos produits portfolio, pour une maison principale. Parfait. Voilà, je résume. On veut acheter un bien à 2 millions de dollars. Il faut au moins avoir $400 000 de down payment pour payer la maison, plus évidemment des petits extras comme les closing costs, etc. Donc, il faut prévoir ça. Donc, quand on disait point numéro 1 dans le type numéro 1 de tout à l'heure, il faut prévoir son financement. Ça fait partie de la prévision du financement pour savoir exactement quel est le montant de l'appartement ou de la maison qu'on a envie d'acheter. Barthélemy nous demande quelles sont habituellement les conditions de revenus. Je pense que c'est concernant le prêt. Les conditions de revenus, c'est-à-dire combien la personne doit faire pour la dette, income ratio, peut-être. Je pense, ouais.
Alors, c'est toujours une debt to ratio income. Ça veut dire qu'on additionne toutes vos dettes mensuelles et on divise par votre revenu brut mensuel. Et dépendamment si vous êtes américain ou pas, ça ne peut pas dépasser 45%. Alors, la dette, ça veut dire la nouvelle propriété que vous voulez acheter. Si c'est un condo, donc le real estate tax, le common charges, l'assurance, et toutes les autres choses là où vous habitez. Est-ce que c'est un loyer où ça vous appartient? Est-ce que vous avez un crédit dessus? Est-ce que vous avez des car lease? Toutes ces Donc, choses. elle est un petit peu supérieure à l'Europe, Betty. Oui, Aux États-Unis. oui, et on peut même, ça veut dire si le client est américain, on peut aller jusqu'à 50 ou 55%. Donc, c'est pour ça que je dis que En fonction des revenus, j'imagine. ouais, c'est très, très personnel, ce genre de questions-là. Et moi, ça me ferait plaisir, si vous voulez, on se fixe un rendez-vous et je peux faire tout ça manuellement. Et après, si ça marche, là, je vous dis comment faire le pre-approval. Renaud, Caroline nous demande en quoi le marché actuel est bon pour un acheteur. Ah, Caroline est arrivée un petit peu plus tard dans le webinaire, alors. Non, non, non. C'est des questions qu'on a eues au fur et à mesure. Ouais. Mais est-ce que tu veux peut-être nous refaire un petit Il y a une topo? chose qui est très bien, c'est que en fait, les taux d'intérêt étaient très élevés, ils sont redescendus. Les montants des appartements ont descendu. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur des taux qui sont relativement bas et un pouvoir de négociation qui reste relativement fort. Donc aujourd'hui, pourquoi c'est un marché notamment d'acheteurs? C'est qu'on peut encore négocier beaucoup par rapport à un taux qui est assez bas. Et l'inventaire redémarre. Donc c'est parfait, il y a de plus en plus de biens à aller chercher et en moyenne, on est entre -5, -8. Chez nous, de TIE Real Estate, on a sur je crois que c'est les 20 ou les 15 ou 20 dernières transactions immobilières qu'on a faites, on est entre -10 et -15% moins cher par rapport au prix d'achat. Sur les 20 dernières, maintenant la tendance elle est en train de s'effacer, on est toujours dans un marché d'acheteurs. On est beaucoup moins dans un marché d'acheteurs qu'on l'était il y a à peu près un an, et maintenant on est moyennement dans un marché d'acheteurs, entre les deux, entre un marché d'acheteurs et un marché de vendeurs. Donc c'est pour ça qu'il y a des opportunités à aller chercher aujourd'hui. On a une question de Marina. Bonjour, est-ce que c'est possible d'acheter un townhouse et la diviser en plusieurs appartements? Si oui, comment ça se passe? Je peux répondre, ouais, ou comme tu veux, vas-y, à toi. Oui, on peut acheter une townhouse et vivre dedans à plusieurs en la divisant. Alors, il faut qu'on puisse faire plusieurs appartements dedans. La seule chose, c'est que lorsque vous allez vouloir revendre, vous allez devoir revendre l'ensemble de la townhouse ou la transformer ensuite en condominium, ce qui est plus compliqué, qui prend un peu plus de temps et qui nécessite de gros travaux. Mais l'idée d'acheter avec des amis, c'est sûrement ça la question, d'acheter avec un autre couple d'amis ou d'autres amis, une maison et habiter en bas ou en haut, c'est possible. Il faut bien s'entendre avec ses amis. Mais la seule difficulté, c'est que lorsque l'un d'entre vous veut déménager ou un autre projet, vous ne pourrez pas vendre seulement votre appartement si vous n'avez pas fait une conversion en condominium. Et la deuxième chose qui est plutôt un point, donc ça c'est le côté sympa et positif, mais le côté négatif, ça veut dire que quand vous allez acheter à deux familles, donc à deux mortgages, donc on va doubler le risque pour un vendeur que votre dossier soit pas accepté. Entre deux familles qui ont chacun un mortgage et une famille qui en a un mortgage ou une personne qui achète cash, le vendeur va choisir la personne cash en premier, celui qui a qu'un seul mortgage en deuxième, et ceux où il y a deux mortgages, donc 2 fois plus de problèmes potentiellement à venir en troisième. Donc ça veut dire que vous ne partez pas forcément dans les meilleures conditions quand on est dans des bidding wars, par exemple, parce qu'ici aux États-Unis, on peut vendre un bien plus cher que son prix de présentation. On peut se faire battre ensemble, tout le monde peut se battre ensuite dans des enchères au meilleur prix et meilleures conditions. Donc, dans ces cas-là, on part plutôt avec un désavantage, c'est un handicap. On a un auditeur anonyme qui nous demande, y a-t-il des spécificités pour Westchester ou est-ce que c'est très similaire à Brooklyn, Manhattan? Très similaire à
À Westchester. Oui, à Westchester, mais parce qu'ils ont Non, un c'est- MLS à part là-bas, ils ont des agents à part C'est là-bas, pas du tout le même marché, rien à voir. et c'est des marchés plutôt de maison. Donc, mais le système localement fonctionne de la même manière que le système local à New York. Je veux dire par là qu'ils ont un système central de gestion des annonces et que votre agent qui vous représente dans le Westchester peut vous faire visiter toutes les maisons qu'il y a à vendre dans le quartier qui vous intéresse. Et les taux Allez, d'intérêt sont les mêmes. Enfin, les taux sont les mêmes et tout est à peu près pareil. on a dépassé déjà de 3 minutes. On va se donner encore 2-3 minutes de plus. Alain qui demande, comment se passe le marché de la location en ce moment à Manhattan Le versus marché de l'achat? location, là on est sur des records de prix de la location. On n'a jamais été aussi haut depuis jamais, depuis toujours. Et c'est très actif. Pardon, excusez-moi, tu peux continuer. Ouais, ben, en gros, on résume, c'est la guerre, quoi. Ouais. C'est hyper compliqué, une compétition de dingue. Un 3 bedroom, c'est minimum 7500, 8000 dollars pour un truc qui est médiocre, alors que c'était beaucoup moins cher avant. Les gens, donc, comme ils ont arrêté d'acheter, on l'a vu avec les ventes là, qui descendaient, eh bien, ils sont tous mis à louer. Et donc, il y a plus de compètes quand vous voulez louer un appart. Ouais. Donc, c'est plus compliqué. Il y a c'est moins plus de cher. biens, il y a moins de biens et il y a surtout les gens qui arrivent aussi. C'est l'après-Covid en fait qui a été compliqué pour trouver un appartement car tout le monde est arrivé en même temps quand les frontières ont réouvert et l'inventaire et plus les taux qui ont augmenté et l'inventaire a été assez bas. Donc là, il y a des bidding wars sur les locations parfois. Parfait. Antonin avait une question concernant les couples franco-américains. Je pense que c'était sur le mortgage, mais Antonin, si tu es encore là, tu peux préciser. Simon nous dit qu'il vient d'arriver et qu'il voulait savoir s'il est possible de trouver des appartements à bon prix aux alentours de la 80-90e rue pour louer à des étudiants. C'est lui qui est étudiant ou c'est… Non, ben, ça dépend ce qu'on appelle bon prix. En gros, si c'est pour louer, il faut acheter un condo. Vous ne trouverez pas un condo en dessous de 500 000 à Manhattan, surtout dans 80-90. Est-ce que c'est Upper East, Upper West? Ça, on ne sait pas, mais ça peut être sûrement Upper West. Là, on va avoir un appartement dans les 550 000 dans ces coins-là. Voilà, mais c'est… On n'a pas parlé d'un truc tout à l'heure, Marius, qui est sur les locations en particulier. Notamment, il y a des zones sur lesquelles nous, on est très spécialisés, bien évidemment. C'est des zones où il y a tout des rassemblements plutôt de Français aux alentours des écoles françaises et autres, des quartiers comme Carroll Gardens. Nous, il se trouve que sur les rentals, on fait à peu près 20% de nos transactions en total off-market. Parce que on est des gros brokers du coin, on a placé des centaines et des centaines de familles et que donc on sait qui vient, qui part, quand. Donc ça, ce qui est très important, c'est pas parce que vous allez arriver au mois de juillet en expat que il va falloir s'y mettre à chercher à partir du mois de juin. On peut dès à présent commencer à chercher et signer un contrat pour le mois de juillet. Ça, c'est pour la première réponse. Et la deuxième pour Antonin, c'est que notamment, on va bientôt rentrer un appartement à un studio entre 550 et 600 000 dollars à Central Park West, donc Upper West Side, exactement au niveau de la 100e. Donc ça, c'était pour Simon. Voilà, Antonin, entre-temps, nous a précisé que c'était bien pour les mortgages. Donc, il nous demande si le debt-to-income ratio et le credit score, quand on est un couple binational, c'est comme si on était un couple américain, en fait. Oui, surtout, il faudrait savoir si vous habitez ici ou pas, mais c'est la même chose. Ça dépend combien de temps que vous êtes là. Si vous êtes là, ça fait moins que 2 ans, plus que 2 ans, ça dépend. Est-ce que vous habitez ici ou ailleurs? Mais c'est à peu près le même. Parfait. Bon, on va finir sur une question qui est un petit peu moins sympa.
comment on fait si notre locataire ne nous paye pas? Renaud et Marius. Alors, surtout, on ne le tape pas parce qu'on peut être accusé derrière et avoir des gros problèmes. Non, si un locataire ne paye pas, il y a une seule chose à faire, c'est prendre les services d'un avocat spécialisé dans les évictions de locataires, point final. On a une expérience qui est assez longue et assez complète, en tout cas sur ce sujet-là, parce que, bien évidemment, on a affaire à ça. La seule réponse, c'est un avocat spécialiste dans les évictions de locataires et qui verra avec vous et avec les juges à New York la procédure pour pouvoir faire une éviction. Et je résume, et ça marche, Romain, tu le sais aussi, Betty, vous le savez aussi comment ça fonctionne. Le système fonctionne toujours, on essaie de trouver un arrangement d'abord. Voilà, donc si on n'arrive pas à trouver un arrangement d'abord, avec l'aide d'un avocat spécialisé dans les évictions, et bien à ce moment-là, on va passer sur une procédure normale avec une éviction, avec un City Marshall. Parfait. On finit sur cette note. Système plus simple, pas plus, mais plus efficace à New York qu'en France. Voilà. Voilà. Pas plus simple, mais plus efficace. C'est ça, il faut suivre les règles, mais c'est plus efficace au final. Super. Merci à vous trois. J'ai remis votre email dans le chat. Donc, si jamais vous ne l'avez pas, n'hésitez pas. Bien entendu, si vous avez besoin d'un contact de n'importe quel intervenant sur les webinaires de French Morning, vous avez tous mon mail. Vous m'écrivez un mail et je transfère aux intervenants si jamais vous êtes perdu. Tout ça, c'est enregistré en replay sur Facebook, le Facebook de French Morning, sur LinkedIn. On est aussi France sur 24, Instagram. BFM TV, non, c'est pas Partout, tout ça. partout, sur tous les réseaux sociaux. Votre réseau social favori, il y aura le replay. Si vous avez la newsletter, il y aura le replay. Et si jamais vous êtes perdu, parce que je reçois des demandes de replay quotidiens, et donc vous pouvez aller sur French Morning. Je vais juste faire la démo, comme ça c'est fait. Vous descendez tout en bas, et tout en bas, il y a webinaire. Et donc là, vous retrouvez tous les webinaires de French Morning, tous les replays. Donc, n'hésitez pas à passer par là pour avoir accès au replay. Merci encore. Bon après-midi, bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez dans le monde. Et la semaine prochaine, on va parler de l'immobilier à Washington, D.C. Alors, n'hésitez pas à partager avec votre entourage. À bientôt. Ciao. Bientôt. Bye. Merci. Au revoir.